Mireille Zaki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine Bilan. Vous êtes aussi l'auteur de 3 best-sellers sur les banques. Alors vous êtes d'accord, les banques suisses ont eu un comportement suicidaire? Suicidaire, oui, je crois qu'on peut le dire si on regarde le cas de UBS et Crédit Suisse. 1% de leurs profits venaient des États-Unis, 1% de leur masse sous gestion uniquement. Donc c'était insignifiant dans leur modèle d'affaires. Pourquoi ont-elles pris un risque aussi rationnel? On peut s'interroger. Je pense qu'elles ne pouvaient que sous-estimer les risques parce que c'était le modèle d'affaires en vigueur. Les États-Unis, les banques américaines vont démarcher dans les lobbies d'hôtels à Mexico. Les banques suisses vont démarcher à Miami des clients américains, c'était un peu la norme. Et tout d'un coup, après la crise de 2008, le regard a changé et les États-Unis ont durci leurs pratiques, leurs sanctions, surtout vis-à-vis de la place financière suisse. Et donc, c'était imprévisible. Mais en même temps, on affirme que la fraude fiscale est un crime aux États-Unis. Ah non, ça, je crois que c'est un mythe, parce que vraiment, moi, ça me fait sourire de voir comment Carl Levin s'est attaqué comme ça à la Suisse, alors qu'en 2007, il avait identifié le problème de l'évasion fiscale américaine comme un problème américain. Et tout d'un coup, en 2008, il commence à s'attaquer exclusivement aux banques suisses. Et donc, je pense qu'il y a là un opportunisme certain et un choix de s'en prendre aux banques étrangères. Mais en Suisse, combien il y a d'avoirs américains en réalité ? À l'UBS, il y avait 20 milliards, à Crédit Suisse, il y avait 4 milliards. Si on a 50 milliards ou même 100 milliards ici, eh bien, il y a dans le monde 1600 milliards de dollars d'avoirs américains non déclarés. Que font les États-Unis avec tout ça ? Mais en même temps, les banques américaines, Mireille Zaki, ont aussi dû payer des amendes records. On parle de 13 milliards pour JP Morgan, par exemple. Oui, on pourrait être impressionné par toutes ces amendes records payées par les banques de Wall Street. Mais en réalité, ces amendes payées pour des fraudes avec les subprimes, avec le Libor, les taux d'intérêt Libor, etc., ce n'est rien. Parce que si vous calculez les profits qu'elles ont fait dans la bulle des subprimes de 2003 à 2007, elles ont fait 250 milliards de profits. Ces amendes représentaient seulement 5%. Donc c'est une incitation à continuer. Alors vous restez avec nous, on passe au dernier épisode de cette affaire de la fin du secret bancaire qui vient de se jouer avec l'affaire Crédit Suisse et ces images proprement stupéfiantes. On a vu 4 hauts dirigeants de la banque convoqués devant le Sénat aux États-Unis comme des malfrats. On retrouve Marie Abbé et Jacob Berger. 26 février 2014. Devant une sous-commission du Sénat, 4 banquiers. 4 pontes de Crédit Suisse, dont le grand patron, Brady Dougan, qui jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et qui reconnaissent que Crédit Suisse, avec 22 000 comptes non déclarés, a fraudé le fisc américain. Êtes-vous d'accord de dire qu'il s'agit d'un exemple parfait d'aide à l'évasion fiscale ? Notre enquête a mis en lumière des violations des règles internes de la banque et des lois américaines par un petit groupe de gestionnaires de fortune basés en Suisse. Notre enquête a prouvé que ces personnes ont déployé des moyens considérables pour cacher leur mauvaise conduite à la banque. Son excuse, ces pratiques, certes inqualifiables, n'étaient pas le fait de sa banque, mais de quelques employés voyous. Je vous pose la question. Ces banquiers qui voyageaient sur sol américain, je ne sais plus combien de cas nous avons, tous ces banquiers étaient des banquiers voyous ? Oui, ils violaient nos règles internes. Mais comme vous l'avez dit, on aurait dû les identifier. Des managers, les gens du contrôle interne auraient dû remarquer ce qui se passait. Mais oui, c'étaient des voyous. Ils ont violé délibérément nos consignes. Et les gens qui ont approuvé ces voyages ont-ils aussi délibérément violé ? Notre enquête a montré qu'eux ne l'ont pas fait de manière intentionnelle. Mais ils ont manifestement commis des erreurs en approuvant ces voyages. Donc les gens qui approuvaient les voyages n'étaient pas des voyous, mais ceux qui voyageaient étaient des voyous. C'est bien ce que vous dites à la sous-commission ? C'est pas nous, c'est eux. La chanson de Crédit Suisse a des relents de déjà-vu. Quelques années plus tôt, UBS avait déjà utilisé la même stratégie devant le Sénat américain. Do you swear that the testimony you're about to give before this subcommittee will be the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help you God? Monsieur le Président, nous regrettons profondément d'avoir enfreint les lois américaines. Je peux vous dire honnêtement que ce qui s'est passé dans une petite entité de notre business n'est en rien représentatif de notre culture d'entreprise et des valeurs des 78 000 employés d'UBS dans le monde.
Une ligne de défense qui ne convainc guère l'intraitable sénateur Levin et qui déclenche la colère et l'incompréhension des employés des 2 grandes banques suisses, surtout ceux qui travaillaient pour la clientèle américaine. Un ancien gestionnaire, que nous appellerons Christian, nous a fixé rendez-vous un soir dans un lieu discret pour en témoigner. J'ai décidé de parler ce soir parce que j'ai l'impression d'avoir été trahi, voire traîné dans la boue. J'ai pas du tout l'impression d'avoir été un employé voyou. On était des gens tout à fait normaux, on était des employés lambda qui travaillaient pour une banque suisse. Toute la hiérarchie de ces banques était au courant des pratiques et des choses qui se déroulaient à l'interne de la banque. La machine était bien rodée, il ne faut pas croire qu'on partait comme ça, au petit bonheur la chance, sans support, pas les mains vides. Bonjour. Nous avions tout un matériel que nous emportions avec nous. Ça se passait en 2 temps. Tout d'abord, on commandait un ordinateur portable auprès du service informatique de la banque, qui nous était livré de Zurich directement. Cet ordinateur nous était envoyé par courrier interne dans des boîtes scellées. On le récupérait au bureau. Et en parallèle, on recevait des mots de passe pour pouvoir avoir accès à un système informatique qui se trouvait à l'intérieur même de l'ordinateur à travers une application cachée. Donc comment ça se passait? C'est qu'en fait, à travers l'application Solitaire, on avait accès à une autre application Windows qui tournait en parallèle, qui nous permettait justement d'accéder à ces informations directement depuis les États-Unis. L'agence de voyage s'occupait de faire les réservations de vols et d'hôtels. Lorsque nous voyagions pour les voyages d'affaires, il était impensable de prendre avec nous des documents, que ce soit relevé de compte, que ce soit éventuellement produits financiers, mandat, exemple de mandat, documents à faire signer à un client. Nous nous occupions directement d'imprimer toutes ces informations depuis notre chambre d'hôtel. Et là, on pouvait télécharger toutes les informations dont on avait besoin pour nos visites, c'est-à-dire relevé de compte, c'est-à-dire produits structurés, propositions d'investissement, mandats, etc., documents à faire signer qui étaient manquants encore dans les dossiers des clients, documents d'ouverture de compte si on devait rencontrer des prospects. Cas de problème, avec l'ordinateur, on avait la possibilité de détruire toutes les données par une manipulation de touches. Un code spécial sur le clavier qui permettait de détruire toutes les données se trouvant dans l'ordinateur. Par problème, il faut entendre en cas de rencontre inopinée avec des agents du fisc ou des représentants des forces de l'ordre. Pour de simples pannes informatiques, une hotline disponible 24 heures sur 24 avait été mise en place. On avait également un autre numéro de téléphone qu'on pouvait utiliser en cas d'urgence s'il se passait quoi que ce soit et qui permettait en fait de mettre en place, je dirais pas une équipe de rescue, mais envoyer un avocat sur place et commencer à entreprendre des démarches juridiques. Avec le recul, maintenant qu'on considère la situation, on se dit mais c'est quand même incroyable, on a pris des risques énormes, finalement une rémunération qui n'aurait pas forcément la peine. Que le salaire, finalement, ne suivait pas du tout le risque, n'était pas du tout en adéquation avec la prise de risque que l'on prenait lorsqu'on voyageait. Moi, je gagnais moins de 100 000 francs par année pour le travail que j'effectuais. Aujourd'hui, Christian n'ose plus voyager aux États-Unis, ni même y envoyer ses enfants en vacances. C'est que son nom a été communiqué aux autorités judiciaires. C'est vraiment problématique. On ne peut pas faire sans les États-Unis de nos jours, c'est extrêmement difficile. Le jour où je dois travailler pour un autre employeur qui me demande éventuellement de partir aux États-Unis, je réponds quoi? Il a le sentiment d'avoir été trahi. Pire encore, d'avoir lui-même trahi ses clients qui se croyaient bien à l'abri dans leur banque suisse. Un client reste un client n'est pas réellement un ami, mais c'est vrai qu'ils nous ouvrent souvent les portes de leur maison, ils nous font rencontrer leur famille, leurs amis, les différents proches. Et c'est vrai que de le traiter comme ça, on n'est pas réellement fiers. Et du jour au lendemain, vous lui fermez la porte et c'est terminé, on ne veut plus vous parler, vous nous envoyez une instruction de clôture, terminé, on ne peut plus rien avoir à faire avec vous, comme des parias. Christian n'est donc pas prêt de remettre les pieds au pays de l'oncle Sam. Aux États-Unis, il faut bien savoir que depuis toujours, la fraude fiscale est un crime très grave, passible d'emprisonnement. Il y a des cas célèbres, on raconte souvent l'histoire d'Al Capone. Ils ont coincé Al Capone par la fraude fiscale, ils n'ont pas réussi à prouver le grand banditisme, le crime organisé et autres, et il a été emprisonné et condamné
uniquement, si j'ose dire, pour fraude fiscale. Fraude fiscale. Une pratique dont Brady Dougan, malgré ses millions de bonus en 2013, n'avait évidemment pas la moindre connaissance. Croyez-moi, en tant que directeur général, j'aurais vraiment aimé être informé de ces problèmes beaucoup plus tôt. Alors ce printemps, par crainte de devoir porter un jour seul le chapeau, plusieurs anciens cadres de Crédit Suisse se sont envolés pour les États-Unis de leur propre chef pour témoigner devant la justice américaine. Acculé, le Crédit Suisse a finalement plaidé coupable le 19 mai dernier. Aujourd'hui, je peux annoncer que Crédit Suisse a accepté de plaider coupable de charges criminelles liées à ses activités. C'est la plus grande banque à plaider coupable ces 20 dernières années. Oui, la deuxième banque de Suisse s'est bien rendue coupable d'activités criminelles. Oui, elle a organisé à grande échelle la fraude fiscale aux États-Unis. Amende colossale, 2,51 milliards de dollars. Néanmoins, la banque conserve sa précieuse licence et l'accès au clearing en dollars. Ouf, les affaires peuvent continuer. Les Américains ont maintenant fixé des amendes, des taux d'amende pour le moins conséquents. Mais ils ont également précisé que l'on ne pouvait pas directement comparer les cas actuels à celui d'UBS. Car les banques qui, après l'affaire UBS, ont continué à accepter les comptes de citoyens américains, en sachant pertinemment que ceux-ci faisaient de la soustraction fiscale, ont selon eux un degré de culpabilité supérieur à celui d'UBS. Et jusqu'à un certain point, c'est un argument qui peut se comprendre. Une dizaine d'autres banques soupçonnées d'incitation à la fraude fiscale, dont Julius Baer, Pictet et les banques cantonales de Bâle et de Zurich, sont encore dans la ligne de mire des Américains. Terrifiés d'être un jour à leur tour visés par une procédure, 106 établissements suisses ont décidé de participer à un programme volontaire de régularisation fiscale avec les États-Unis. Les Américains ont été d'ailleurs surpris, pour utiliser une expression vaudoise, ont été déçus en bien. Ils s'attendaient à 30-35 établissements qui participent. Or, il y en a 106. C'est dire l'impact qu'ils ont réussi à obtenir en Suisse. Au fond, tout le monde tremble et se dit qu'il faut absolument qu'on rentre dans ce programme pour essayer d'éviter au maximum des risques d'inculpation ou des amendes colossales qui pourraient subvenir après. Pendant des années, la Suisse a joué à l'ours et à la souris avec l'Europe et les Américains pour préserver son secret bancaire. Mais elle a dû céder devant la loi du plus fort. La Confédération vient d'accepter le principe de l'échange automatique d'informations avec les 33 autres pays membres de l'OCDE. Et il y a fort à parier que d'autres pays exigeront l'appareil. On dit que la Russie et l'Inde sont déjà dans les starting blocks. Certains pays devront pourtant attendre leur tour. Sur les 122 pays de l'hémisphère sud, qu'on appelle des pays en voie de développement, plus ou moins développés, etc., sur les 122 pays, 6 jouissent d'un accord de double imposition avec la Suisse. Pour le reste, la Suisse a refusé de signer un accord de double imposition. 6 seulement. Ce qui fait que les latifundiaires du Honduras, les classes dominantes du Bangladesh, les dictateurs de Mongolie et d'ailleurs, tous les truands du monde continuent tout à fait légalement à déposer leur argent en Suisse. Et c'est ça qui est indigne de notre pays. Mais avec ou sans la Suisse, l'évasion fiscale reste un sport à la mode. Certains en ont même fait une discipline olympique. Singapour, les îles Caïmans, le Luxembourg, mais aussi Londres, Miami ou l'État américain du Delaware. Les paradis fiscaux continuent à prospérer.